Premier invariant pédagogique de Célestin Freinet, l'enfant est de même nature que l'adulte. On dit encore, le bébé est une personne. L'enfant est le père de l'homme, a dit Freud. Cette première affirmation de Freinet peut sembler une évidence ou un paradoxe. C'est selon. Quand j'étais petit, en Picardie, dans les années 50, si je disais que j'avais mal au rein, entendons-nous, dans la région lombaire, et la douleur était toujours musculaire, mon grand-père maternel, ouvrier des chemins de fer à la retraite, qui devait approcher les 60 ans, me disait invariablement c'est pas possible, les enfants n'ont pas de rein. Diafoirus n'était pas loin. À cette époque de mon enfance, les nouveau-nés étaient réputés aveugles et quasiment sourds. On sait aujourd'hui que le fœtus suce son pouce, qu'il rêve vraisemblablement, qu'il repère la voix de sa mère parmi d'autres sons amniotiques. On soupçonne de plus en plus que la vie embryonnaire peut déterminer largement la vie future. Un enfant né depuis 5 minutes ne donne pas du tout l'illusion de ne rien voir. Au contraire, il fait preuve d'une extrême curiosité. Aujourd'hui, téléspectateur à 18 mois, consommateur à 3 ans, ici, décideur à 5, et là-bas, tireur embusqué à 6, ailleurs, chef de bande à 10, l'enfant est bien, pour le meilleur et pour le pire, de la même patte que l'adulte. Pourtant, le concept d'enfance, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, est relativement récent, comme l'a montré l'historien Philippe Ariès. Et Victor Hugo fait figure de précurseur lorsqu'il promeut dans le roman français de véritables figures enfantines devenues emblématiques comme Cosette ou Gavroche. Alors qu'est-ce qu'un enfant? Un enfant est un être qui croit. C'est héroïté, accent circonflexe. Qui grandit, physiquement d'abord. L'adulte est un être achevé du point de vue de la croissance. On peut reconnaître chez l'enfant des comportements spécifiques, des manières enfantines. Ce qui distingue plus particulièrement la conduite de l'enfant, c'est le jeu. Le jeu consiste à découvrir l'environnement proche, puis à imiter les adultes. Alors que le jeu de l'adulte est un délassement, le jeu de l'enfant est une activité qu'il absorbe et le construit. Cette évidence n'empêche pas Freinet d'affirmer, dans l'invariant numéro 40, ce n'est pas le jeu qui est naturel à l'enfant, c'est le travail. Nous y reviendrons. L'enfant est égocentrique, mais certains adultes ne sont-ils pas aussi, montrant ainsi un certain infantilisme, une certaine immaturité. L'enfant est une force qui progresse, un élan vers le futur. L'enfant, a dit Claparède, est candidat à la vie adulte. La formule est belle et mérite qu'on la retienne. Un enfant est un être ouvert et plastique. Un peu d'introspection, une fois n'est pas coutume, les souvenirs d'enfance, même les plus heureux, ne sont pas dépourvus d'une certaine mélancolie. Certains jeunes garçons, graves, conscients de la beauté des femmes, ont souffert de n'être à que leurs yeux précisément que des enfants. La littérature et les expériences personnelles regorgent de ces situations où il semble qu'un esprit lucide soit enfermé, emprisonné dans le corps trop petit, inachevé. Du plus loin que je me souvienne, alors que les photos, l'apparence physique, me donnent à voir de moi-même un être littéralement méconnaissable intérieurement, je sais que je suis toujours le même. Je pense n'avoir pas changé. Il n'y a pas eu de véritable métamorphose, seulement changement d'apparence et de statut social. Le moi semble inaltéré, pérenne, presque granitique. L'illusion dans la reconstruction d'une enfance ou réalité durable, telle est la question. Économiquement, dans nos contrées, l'enfant est dépendant, psychologiquement aussi. Mais devenu adulte, l'homme porte durant toute sa vie le poids ou la légèreté de ses parents. Des événements récents ont montré que des enfants avaient décidé de divorcer de leur famille. Nous allons donc vraisemblablement vers une croissante autonomie juridique de l'enfant dans les sociétés de droit et de relative abondance. Une fois admise la légitimité de l'acte éducatif, qui se discute, une fois intégré le droit à l'éducation, la relation éducative doit s'appuyer sur un contrat entre un enfant
qui est théoriquement une personne à part entière, et un enseignant qui est théoriquement chargé d'une fonction éducative par l'État ou par un groupe quelconque. L'enfant n'est plus seul, comme au temps des précepteurs familiaux. L'enseignant fait souvent partie d'une équipe. Interviennent donc des notions relatives à la dynamique des groupes. Ni les enfants, ni les adultes ne sont exempts de sensations, perceptions, émotions, sentiments, affects, modèles qui peuvent parasiter une relation éducative idéale, celle qu'on découvre justement dans les instructions officielles et dans les manuels de pédagogie. Le contrat ne peut donc être univoque et pas davantage équivoque. Il doit tenir compte au jour le jour de la complexité des relations multiples qui entrent en jeu dans ce qu'on nomme globalement l'acte éducatif. La première tentation est de réduire l'enfant et l'enseignant à des formules, je cherche mon texte, à des formules simples, donc simplistes et réductionnistes, en évacuant l'éducation, former le caractère, produire des citoyens, forger une morale, pour s'en tenir à une simple instruction, transmettre des savoirs, savoir-faire et au mieux apprendre à apprendre, on risque de passer à côté de l'essentiel. Une société doit s'éduquer. Cela signifie ne pas seulement transmettre des connaissances, mais véhiculer une histoire, des mythes fondateurs, une image, un imaginaire, une éthique, un contrat social. La seconde tentation est d'oublier les savoirs pour se perdre dans l'affectif et faire de la religion pédagogique ce qu'elle n'a pas à devenir, une histoire d'amour. Car cette expression doit être rigoureusement réservée à la sphère privée des individus. Or, l'éducation est une affaire sociale. Mieux, c'est une chose politique. Les enfants et le maître doivent savoir ce pourquoi ils sont ensemble. La société a inscrit l'éducation dans sa table de loi. Les uns et les autres ont une partie à jouer. Les rôles doivent être définis. Les enfants sont parfaitement capables d'entendre cela. Nous voici donc dans le cadre de ce qu'on a nommé la pédagogie institutionnelle. Nous voici dans ce qui a été souvent dénaturé par des comportements marginaux, la classe coopérative. Le groupe, la classe, l'école ont besoin d'institutions non figées, plastiques, construites et reconstruites selon les nécessités sur des bases cependant intangibles ayant force de loi. Amis de l'école, de la pédagogie freinée, hasta la victoria!